Sur un peu moins de 100 km entre Lyon et Valence, le nord de la vallée du Rhône est le royaume d'un cépage intense et très aromatique. C'est la Syrah, qui a élu ici son territoire de prédilection. D'ici, à Tain-l'Hermitage, le nom de Michel Chapoutier résonne jusqu'au bout du monde. Alors je ne sais pas si c'est le roi en son royaume de Syrah, mais en tous les cas, il paraît que c'est vraiment le génie du terroir que je vous emmène rencontrer. Enfin, si on arrive jusqu'en haut. Ah, c'est facile de vous trouver avec votre nom sur les murs de toutes ces terrasses escarpées. Bonjour. Bonjour. Ah oui, ça fait partie du patrimoine. Hein. Lorsque l'Ermitage a été classé à l'été 2013, les murs ont été classés en même temps. Ici, on est sur la colline de l'Ermitage. Voilà. L'Ermitage, ça vient d'où? Je vois Ermitage avec un E et je vois Ermitage avec un H. Alors, l'Ermitage est probablement un des plus vieux vignobles de France. On a trouvé des traces de la viticulture 4 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est très vieux. C'est un des seuls endroits où on a les 4 âges géologiques dans un mouchoir de poche. Ermitage, c'est toujours écrit à travers l'histoire avec un E. Et c'est lorsque les Anglais avaient le monopole de la distribution du vin qu'ils ont ajouté un H. Donc on peut écrire Ermitage avec E, on peut écrire Ermitage avec H. Alors nous, on écrit dans les deux orthographes. Lorsqu'on est sur des vieilles vignes comme ça, qui ont une centaine d'années, on écrit dans l'ancienne orthographe. Lorsqu'on est sur des jeunes vignes qui ont, ce que j'appelle jeunes vignes, 30-40 années, on va l'écrire dans la nouvelle orthographe. Très bien. Alors Michel, je crois que votre famille est implantée ici, à Tain-l'Hermitage, depuis plus de 200 ans. Alors être vigneron et puis faire rayonner un nom dans le monde, c'est aussi une aventure d'entrepreneur, je crois. Oui, c'est vrai que la famille est là depuis 1808. L'intérêt d'avoir une famille qui était là depuis très longtemps, c'est qu'ils ont pu, à travers les décennies et les siècles, racheter les plus belles parcelles. En étant propriétaire de la plus ancienne maison de l'Ermitage, quand je dis plus ancienne, il y a aussi la famille Chave qui est très ancienne, mais donc les deux plus anciennes, ça nous a permis d'avoir des lieux mythiques comme celui-là. Alors contrairement à la plupart des régions en France qui pratiquent l'assemblage, ici on est en vallée du Rhône et on ne trouve quasiment en rouge, dans le nord, que la Syrah. Comment ça se fait? Alors on est monocépage comme on trouve dans les grands vins de Bourgogne. Syrah 100%, le lieu de naissance de la Syrah, c'est pas la Syrie comme beaucoup croient, c'est ici, c'est l'Ermitage. C'est ici, c'est là où on est. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai monocépage, par opposition à beaucoup de régions qui sont allées dans les assemblages de cépages, dans les mariages, dans les proportions, etc. Ce que je défends, ma conviction, c'est que la complexité ne vient pas du mariage des cépages, mais de la densité bactériologique des sols. Avant le phylloxéra, quand les rendements étaient plus faibles, la plupart des régions étaient monocépages. C'est après que les gens commençaient à marier les cépages. Et au fur et à mesure qu'on demandait des rendements de plus en plus élevés, et qu'on perdait de la complexité, c'est là que les gens ont commencé à faire de l'assemblage de cépages. Mais les plus grands vins sont très souvent issus de monocépages. Regardez la Bourgogne. Comparé à d'autres régions, la plupart des vignerons essaient de reproduire un goût qui soit un goût maison. Alors le style Chapoutier, ça serait quoi? L'art du vigneron est de savoir se subordonner à son terroir. C'est-à-dire que le jour où on me dirait « je reconnais le style Chapoutier », c'est que je me suis planté. Ça veut dire que par ego, j'ai dominé mon terroir. Alors que la logique est justement de mettre une signature dans le coin de la toile. Le peintre, il ne va pas dire « oh, je signe sur toute la toile ». C'est une petite subtilité. C'est une signature, ce n'est pas un coup. On reste modeste. On encadre son vin. Oui. Mais on le laisse s'exprimer. Alors Michel, cette notion de terroir dont tout le monde parle, elle est un peu confuse pour le néophyte. Qu'est-ce que c'est que le terroir? C'est pas parce qu'il y a terre dans le terroir que ça veut dire juste le sol. Il y a, c'est vrai, le sol, la pédologie et la géologie, mais il y a aussi le climat, c'est-à-dire le climat, c'est pas simplement le microclimat, orienté sud, c'est aussi le millésime. Et puis il y a l'humain. L'humain, c'est les talents des acteurs et la tradition. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ces 6 composantes qui font la différence. Exactement. Le terroir, il imprime un petit peu sa marque au cépage, qui se retrouve après dans le goût du vin. Et si je vous écoute bien, il n'y a plus rien à faire en cave. Si je devais donner une allégorie du travail de l'énologue, c'est que lorsque vous appreniez à faire du vélo à votre fils, vous étiez derrière et au moment où vous l'avez lâché, et vous êtes là pour si jamais ça se passe mal. Mais vous le laissez faire. Et vous êtes là des deux côtés, mais vous ne le touchez pas. Pour moi, la vraie œnologie, c'est qu'on n'intervient pas. On est là au cas où
et ça peut partir en vrille. Donc à ce moment-là, on intervient. Mais apprenons l'humilité aux énologues, ils ne sont pas là pour imprégner leur empreinte, ou alors ils sortent du monde des AOC. Quand on vous retrouve en cave, qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez, vous élevez. Notre rôle, c'est pas de sortir la typicité du produit de son empreinte climatologique de l'année. On est là, on laisse faire. Et on va proposer une diversité. Si le client dit, mais moi je veux chaque année la même chose, je dis, mais mon gars, t'as le droit, mais tu vas pas acheter des AOC. On n'est pas là pour chercher le goût du client. On est là pour proposer une photo du terroir. Plutôt que travestir le vin à courir après un goût hypothétique du client, faut mieux rester droit dans nos bottes. On a le goût de notre terroir que l'on propose et s'il n'aime pas, on va lui expliquer. Car rien n'est plus subjectif que le goût et rien n'est plus malléable que le goût. Michel, alors ici, sur quelle parcelle on se trouve? Alors, on se trouve sur la parcelle des Bessards. Deux de nos sections parcellaires sont faites ici. Là, nous sommes dans le pavillon. Oui. Et de ce côté de ce chemin, la langue monte jusqu'à la chapelle, ça s'appelle l'ermite. Et on a deux subtilités de terroir qui sont très intéressantes. On va démontrer que quand on déguste les vins chez nous, Oui. sur les sections parcellaires, ici il y a un pavillon, juste à côté il y a le méal, même appellation, même cépage, même vinificateur, même millésime, même viticulture, juste le sol change. Par soustraction, on se rend compte ô combien dans le terroir, la partie pédologie, géologie peut influencer sur le goût du vin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme sol, qu'est-ce qu'on a comme terroir, pardon? Ici, vous avez donc du granit. Oui. Granit que l'on voit qui vient du massif central, parfaitement. Et puis là, vous allez avoir ce sédimentaire du secondaire avec un petit peu d'alluvions qui vont être mélangés dans ces galets roulés. Et donc, on va avoir deux expressions différentes parce que ces différences de sol ne sont pas sensibles gustativement dans le raisin, mais vont influencer la vie levurienne et donc la signature aromatique. Le vin est une symphonie aromatique, d'où l'importance de laisser travailler naturellement ces levures indigènes, de laisser le maximum d'activité microbiologique dans les sols. Et là, on voit que le granit va avoir des dominantes qui sont complètement différentes du sédimentaire. Michel, ce que vous évoquez un peu, ça me rappelle le sujet de la biodynamie, dont tout le monde parle, mais en fait, on en parle très bien, mais on ne sait jamais tellement à quoi cela correspond. Parler de la biodynamie, on peut parler donc par la logique de pensée de son créateur, qui est Rudolf Steiner, dans une approche assez ésotérique. Après, quand on nous demande de vulgariser quelque chose qui est très compliqué, c'est difficile. Alors, pour dire le plus simple, biodynamie, c'est la vie en action. Par opposition à la philosophie de mort, la philosophie du id, herbicide, fongicide, insecticide. Dès que j'amène de la mort, c'est-à-dire que je vais protéger la plante en tuant tout ce qui va être concurrentiel pour la plante. La biodynamie dit non, je ne veux pas utiliser la puissance de la mort, je vais utiliser la puissance de la vie. Je vais au contraire donner de plus en plus de vie à la plante pour qu'elle soit plus forte que les agressions extérieures. Donc c'est aussi une philosophie. C'est aussi et surtout une philosophie. Alors on dit souvent qu'il y a beaucoup de la personnalité d'un vigneron dans le vin qu'il élabore. Quel trait de caractère est-ce que vous aimeriez qu'un amateur qui ne vous connaît pas trop retrouve dans vos vins? La gourmandise, l'hédonisme, la sensualité. C'est-à-dire je fais des vins plaisir, je ne fais pas des vins intello. Les gens ils devraient apprendre à vivre avec leur tripes et avec leur cœur plus qu'avec leur cervelle. Eh ben, il faut que les vins soient sensuels, il ne faut pas qu'on ait besoin de connaître les vins. C'est-à-dire, coup de foudre, je me sers un verre et j'ai envie de m'en resservir un parce que c'est super bon et je ne sais pas pourquoi c'est bon, mais j'aime. Et André Gide disait, dès l'instant que l'on sait pourquoi on aime, c'est alors qu'on n'aime déjà plus. Et je trouve assez amusant parce qu'on peut appliquer ça. Si j'intellectualise la recherche de la compréhension de mon plaisir, j'ai déjà zigouillé la moitié du plaisir. Oui. Vous préférez aux descriptions très analytiques de vos vins les moments partagés, les moments de convivialité, à condition d'avoir une révélation dans les vins. Vous avez deux spécialistes pour parler de l'amour. Vous avez le poète, par ses poèmes, et le gynéco, je préfère le poète. Le poète plutôt que l'analyste. Donc les bons moments partagés plutôt que l'analyse. Tous ces, je dirais, le principe, votre philosophie, la biodynamie, vous l'appliquez aussi sur l'ensemble des appellations de la vallée du Rhône sur lesquelles vous vinifiez. Quelle autre appellation? De partout, la totalité de notre vignoble est dans cette approche-là. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, je ne me payais même pas au SMIC. En tant qu'amateur de vin, j'étais souvent déçu des vins que je pouvais m'offrir qui me décevaient. J'ai plus de fierté
à vous proposer un Côtes-du-Rhône Belle Ruche à 7 € la bouteille qu'un ermite à 350 € la bouteille. Parce que le savoir-faire, la passion est au service du consommateur et du jeune consommateur qui ne pourra pas se payer la bouteille à 350 €. Et c'est ça qui est important. C'est comme le chef étoilé qui dit « mais moi je sais aussi vous faire des menus à 15 €. Et ça devrait être une obligation chez tous les grands vignerons. On a la même philosophie de travail, c'est-à-dire qu'on va travailler de la même façon ici en Hermitage que sur nos vignes de Côte-Rôtie, de Condrieu, sur Saint-Péret, Crozes, Saint-Joseph, Cornas. Partout, c'est le même travail. Il ne va pas y avoir une différence entre le pavillon en Hermitage et le Crozes Hermitage. Mais on va garder aussi la même philosophie lorsqu'on va être aussi sur des vins de premier prix parce que c'est notre image. La précision, c'est notre image qu'on va proposer ici. Michel, il est quelle heure? J'ai commencé ce matin à 6 h. Ah oui. Il est midi passé, je commence à avoir un peu faim, alors je vous propose, vous venez avec moi et on va continuer à parler autour de la table. Ah ok, mais je commence à avoir faim parce que alors là, aux horaires parisiennes. Si vous m'invitez à déjeuner, je vous suis. Quelle belle table, hein. Le vin, c'est quand même ça, c'est se retrouver Le but du vin, autour d'une table. le but du vin, c'est un mariage. Et alors, j'insiste toujours, hein, mariage, il y a des mariages complètement pourris, c'est lorsqu'il y a le machisme du dominé-dominant, et il y a des mariages réussis lorsqu'il y a complémentarité sans dominance. Et bien le vin doit aussi apprendre ça. Car malheureusement, il y a beaucoup trop de vignerons qui ne sont pas assez branchés cuisine et qui vont faire des vins tellement concentrés qu'ils sont immariables. C'est-à-dire que le vin, il va écraser le mets. Là, on n'est pas dans un mariage. On va aller chercher cette complémentarité. Sur les ravioles, on a un petit Méal 2010 100% Marsanne. J'aime bien quand vous dites petit, Oui, petit, parce qu'on va... Alors, Il est dans sa jeunesse. Il faut bien savoir que l'Hermitage blanc était considéré comme le blanc sec qui pouvait vieillir le plus longtemps en France. 100% Marsanne. effectivement, parce on a beaucoup parlé tout à l'heure des rouges, mais on oublie souvent les blancs. Et là, l'Hermitage blanc, c'est une très très grande bouteille de blanc, je crois. C'est des blancs qu'on peut garder pour près de 100 ans, avec une originalité. 100 ans. C'est pas l'acidité qui tient le vin. Allez, on goûte. On va voir ces arômes. On va voir ces arômes qui sont assez amusants de rhubarbe. On va prendre le nez. Et j'allais même dire, il faut un crescendo entre le nez, la bouche, la longueur en bouche. Ça veut dire, on a un nez qui est assez intéressant, mais mon obsession en vinification, comme le vin va être marié avec le mets, c'est en bouche qu'il ne se marie pas dans le nez. Donc vous avez ces petites subtilités, et surtout quand on va déguster, on va se rendre compte de la salinité de la mer. Côté salé, la mer est très intéressante. La Marsanne a son potentiel de garde. On dirait presque que c'est un vin rouge. Ça donne presque un effet tannique. C'est pour ça que l'Hermitage blanc, c'est pas l'acide qui va tenir. Parce que beaucoup de blancs de garde sont tenus ou par des sucres, quand c'est des liquoreux, ou par l'acide sur certains cépages, comme un Chenin ou comme un Riesling. Là, vous arrivez dans un cépage qui a une acidité beaucoup plus faible, mais c'est l'amertume C'est de l'amertume. qui tient ça. Oui. Les amers nobles. Michel, là, je trouve qu'il y a tout, parce qu'il y a à la fois de la rondeur, il y a une largeur, mais et puis aussi une certaine, presque une minéralité. C'est assez... Oui, on a vu tout à l'heure dans les vignes, hein, c'était assez intéressant, les différentes géologies. Et ben là, on a un bel exemple de la géologie du Méal, qui est différente de celle du Bessard. Méal venait aussi de miel. Miel, c'était tellement mielé, c'était très riche. Et alors ce mariage, vous avez parlé de ravioles. C'est un petit gratin de ravioles, hein, avec un petit peu de crème, quelques petits légumes. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi c'est un mariage de rêve, ça? Des ravioles avec un Hermitage blanc. On va se rendre compte que le vin qui est assez lourd, quand vous dégustez ça, le taux d'acide est assez bas, c'est les amers qui sont là. On a presque l'impression derrière qu'il est beaucoup plus nerveux. Vous sentez? Oui, c'est ça. Plus revigorant. On le trouve plus vif. Oui, je l'avais dans la largeur. Au début, on était là sur quelque chose de gras, etc. Oui, c'est vrai. Et derrière, on voit quelque chose de nerveux. Donc voilà ce que c'est qu'un mariage réussi. Un vrai mariage, il faut que le mets influe sur le vin et que le vin influe sur le mets. Je vais vous montrer un mariage réussi. Maintenant, côté rouge, sur les Syrahs. Là-dessus, je vais vous attraper un pavillon Que c'est beau. 2006. Donc c'est la parcelle où on était tout à l'heure. Alors, ça c'est le pavillon. C'est un vin que M. Parker nous a régulièrement noté 100 sur 100. Oui, Hein? rien que ça. Et on est sur des granites, donc où on était tout à l'heure. Hein.
D'ailleurs, on l'a tout de suite au nez. Ouf. Ouais. Alors là, on va vraiment sentir, on va avoir des arômes typiques de l'expression de la Syrah sur le granit. Bien sûr, on va avoir un petit peu cette touche de pluie d'été sur le caillou chaud. Mais on va voir aussi ces arômes un petit peu presque de goudron, de suie, la cheminée froide aussi, d'âtre de cheminée. C'est vraiment une merveille. On va goûter ça. Alors le mariage. Là, c'est sur le cochon de la maison. Et oui, parce qu'on a une ferme. On a une ferme où on élève des poules, des cochons, des brebis. Vous avez des légumes du jardin et le cochon de notre ferme. Ils font. On aurait presque pu mettre un blanc sur ce mariage-là. Je trouve que effectivement la viande cuite à basse température fond et le vin aussi est très suave. Alors j'ai un peu envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut pour faire un grand vin, ou qu'est-ce que l'amateur qui un peu comme moi néophyte doit trouver dans un grand vin de Syrah de la vallée du Rhône. Un grand vin, même pas de Syrah, mais doit être un vin apte à se marier avec un mets. Donc je commencerai par dire qu'est-ce qu'on ne doit pas trouver. On ne doit pas trouver cette course à la concentration où bientôt il nous faudra un couteau et une fourchette pour déguster un vin. Oui, donc le côté musclé. C'est extrêmement facile de concentrer des vins, mais c'est grossier. J'aime bien donner l'exemple. À côté de chez nous, nous avons probablement le meilleur chocolat du monde, Valrhona. Les gens de Valrhona ont travaillé très longtemps pour arriver à un équilibre de cacao, 67% quand ils ont leur sorti, les premiers, un taux de cacao à 67%. Puis après, vous avez eu les suiveurs, beaucoup moins raffinés, beaucoup moins pointus, moins de dextérité, qui vous ont fait des 75, 80, 90, 95. L'ineptie de l'harmonie, l'anti-harmonie, le monsieur plus. Ça, c'est le suicide du goût. Et si vous voulez, cet exemple du chocolat est absolument intéressant parce que c'est ce qu'on a vu dans le vin. Oui, oui. C'est l'harmonie, finalement. Heureusement, on sort de cette mauvaise mode des vins où on allait bientôt avoir des pinots noirs en Bourgogne aussi noirs que des syrahs. On commence à recomprendre qu'un pinot noir c'est plus clair qu'une syrah, qu'un grenache c'est plus clair qu'une syrah. Donc il faut des vins qui sont basés sur leur harmonie. L'acide a été omniprésent par la présence des énologues, mais le vin il se fait pas dans la cave, il se fait dans les vignes. Des millésimes comme 2003 qui étaient très chauds, c'est des millésimes qui étaient mous. On aurait dû les laisser mous. Trop de personnes ont fait l'erreur d'aller les acidifier et en les déséquilibrant. Si votre millésime vous donne moins d'acide, acceptez-le et gérez-le ainsi. C'est l'extrait sec qui va lui donner son équilibre et non pas l'acidité. Et comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure, c'est le millésime qui dicte sa loi. Je dois y aller parce qu'on est en période de pré-vendange, je dors peu, je fais ma petite sieste et après je repars dans les vignes. Merci pour ce grand moment. Je vous laisse retourner. Merci. Voilà la grande leçon de la journée. J'espère que vous aurez compris toute l'exigence, toute la passion et également toute l'énergie qu'il faut pour être un grand vigneron.